Et nous allons donc écouter Monsieur Gérard Cherpion pour les Républicains. Merci. Bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, lorsque vous avez présenté cette réforme aux côtés du Premier ministre, vous avez déclaré que celle-ci serait une révolution copernicienne, un véritable Big Bang, Madame la Ministre. Nous devions voir ce que nous allions voir, et bien nous avons vu. Nous avons surtout vu un texte ramasse-tout qui traite de l'apprentissage à l'égalité homme-femme, en passant par l'assurance chômage ou encore l'emploi des personnes handicapées. Un texte où il y a du bon et du moins bon. C'est la raison pour laquelle notre groupe s'est abstenu suite à l'examen en commission. Notre vote final sur votre projet dépendra des débats que nous aurons dans cet hémicycle et des réponses que vous apporterez aux questions déjà posées en commission et dont nous n'avons toujours pas les réponses. Hormis la partie assurance chômage, nous ne pouvons pas parler de révolution copernicienne. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous aurions pu aller plus loin, d'autres sur lesquels nous ne comprenons pas les raisons des changements. Ainsi en est-il de la partie apprentissage. Le système d'apprentissage nécessitait une simplification. La complexité est un mal français, particulièrement français, et le recours à l'apprentissage ne fait pas exception. Il était trop contraint, peu lisible pour les entreprises. Il était nécessaire de faciliter le recours à ce contrat. Ainsi, la procédure d'enregistrement des contrats va être simplifiée par une simple procédure de dépôt. L'âge maximal passe de 25 à 29 ans. C'est une mesure que nous avions déjà mise en place dans le Grand Est, à titre expérimental, et c'est une bonne chose. L'apprentissage doit évoluer avec son temps. Ainsi, cette augmentation du seuil maximal permet de prendre en compte des jeunes qui n'ont pas toujours un parcours linéaire, qui ont besoin de temps pour trouver leur voie professionnelle, ainsi que ceux qui souhaitent faire de l'apprentissage dans des niveaux de diplôme plus élevés, niveau 3, niveau 2 et niveau 1, sans oublier pour autant les niveaux infra-bac, qui répondent à une volonté de certains jeunes ainsi qu'aux besoins du monde économique. Sans être une révolution, ces mesures sont positives. Tout comme l'assouplissement de la réglementation applicable aux mineurs apprentis. Nous étions dans une situation insensée où le jeune, car il avait atteint son quota d'heures, devait s'arrêter de travailler et attendre sans rien faire que son maître d'apprentissage ait terminé son ouvrage. L'apprentissage, c'est aussi apprendre le rythme d'un métier, y compris lors des semaines où la charge de travail est plus élevée. Si la réglementation concernant les travaux dits dangereux a évolué, il est regrettable qu'un module sécurité ne soit pas systématiquement mis en place à l'entrée de l'apprentissage. Vous avez également simplifié la rupture du contrat. La peur de la rupture est un facteur très anxiogène pour les employeurs, que ce soit dans les cas d'un contrat classique et plus encore dans le cas d'un contrat en apprentissage. Il était essentiel de simplifier en garantissant aux jeunes de pouvoir poursuivre sa formation. Là où cette réforme pose problème, c'est la place que vous laissez aux régions, ou plutôt que vous ne laissez pas aux régions. Je comprends la philosophie du gouvernement derrière la volonté de donner l'apprentissage aux branches plutôt qu'aux régions, en prenant exemple sur le modèle danois et allemand. Mais Madame la Ministre, la France n'est ni l'Allemagne ni le Danemark. Ainsi, selon un rapport de 2017 de la Direction générale du Trésor, il existe en France 704 conventions collectives de branches, se regroupant en 495 conventions collectives agrégées à des fins statistiques, contre à peine 150 en Allemagne. Le système du dialogue social n'est également pas le même, avec une véritable cogestion et co-construction des entreprises en Allemagne. Enfin, Madame la Ministre, il faudra m'expliquer comment le travail qui, selon vous, n'était pas bien fait par 18 régions, sera vraiment mieux fait par plus de 400 branches qui, par ailleurs, ne couvrent pas la totalité des salariés de ce pays. Ajoutez à cela que moins de 10 branches, et je suis large, moins de 10 branches ont la capacité et la structuration nécessaires pour s'approprier les nouvelles compétences. Vous le savez, je suis un défenseur du dialogue social et un défenseur de la place des partenaires sociaux, que vous écartez tant sur l'assurance chômage que sur la formation professionnelle. Cette situation me semble très préjudiciable pour l'avenir. Je vais prendre un exemple, des débardages à cheval. Nous avons dans les Vosges besoin de cet art ancestral et noble, car certaines exploitations forestières ne peuvent être atteintes par un engin mécanique. Toutefois, des débardeurs à cheval, il en faut peu, et cela tous les 2, 3 ou 5 ans. Quelle branche prendra en compte ces formations rares à très faible contingent et à périodicité aléatoire? Alors certes, vous allez me dire que les régions auront la possibilité de le faire. De nombreux métiers rares, des métiers d'art, risquent de disparaître. Et ce ne sont pas les miettes que vous donnez aux régions qui leur permettront de régler ces problèmes. Oui, les entreprises et les branches
doivent prendre toute leur place dans le système de l'apprentissage. Les régions doivent associer les entreprises et les branches aux décisions. Je l'ai pratiqué lorsque j'étais vice-président de la région Grand Est. Ils doivent avoir la main sur les référentiels des diplômes et des examens. L'ouverture, la fermeture des sections de CFA doivent être beaucoup plus réactives aux besoins des métiers. Mais retirer aux régions le rôle de régulateur qu'elles jouaient sera plus un mal qu'un bien. Enfin, avec ce système, vous allez renforcer la concurrence entre lycées professionnels et les CFA. Une révolution copernicienne se serait emparée de la question de la place du lycée professionnel. Mais par peur de l'éducation nationale, vous avez ignoré cette partie. Or, alors que vous aviez une région régulatrice qui finançait d'ailleurs les plateaux techniques des lycées professionnels et une région attentive aux spécificités des territoires, cela limitait les effets de concurrence entre CFA et lycée. Celle-ci sera dorénavant acharnée, avec le risque de voir disparaître les lycées professionnels, la perte d'un savoir des enseignants de ces établissements, avec pour conséquence un renforcement de la fracture territoriale. Peut-être était-ce votre but. Sur la formation professionnelle, vous partez d'un postulat, que chaque individu doit choisir son avenir professionnel depuis son salon avec un smartphone. Vous individualisez la formation professionnelle. C'était déjà dans le titre d'une loi sur la formation que nous avions votée il y a quelques années. Là aussi, je comprends votre intention, Madame la Ministre, même si je ne la partage pas. Cela correspond totalement au logiciel macronien. Chacun se débrouille avec ce qu'il a et comme il peut. Afin de donner plus de lisibilité, dites-vous, vous transformez le CPF d'heures en euros. Dorénavant, le salarié n'aura plus X heures pour trouver une formation, mais X divisé par 2 en euros. Il est vrai qu'il sera plus simple pour celui qui veut se former de trouver une formation en fonction du montant qu'il aura sur son compte. Mais ce changement emporte avec lui de nombreux effets néfastes. Pour les entreprises d'abord, pouvez-vous confirmer à la représentation nationale que les montants de CPF des salariés ne devront pas être inscrits dans les provisions des entreprises d'un point de vue comptable? Pouvez-vous apporter des réponses sur les effets que cela aura sur les embauches lorsque le recruteur aura le choix entre 2 personnes, dont l'une a un CPF à 5 000 € et l'autre non? Sachant que les comptes CPF sont transférés avec le salarié, pouvez-vous également me rassurer sur le départ en retraite du salarié? Ainsi, un salarié partant en retraite avec 5 000 € sur son compte CPF et à qui vous répétez que c'est son droit et qu'il lui appartient, voudra soit se faire payer, soit faire une formation de convenance. Quel est alors l'intérêt pour la société et quel est l'intérêt pour l'entreprise? Vous le voyez, le CPF en euros suscite de nombreuses craintes. Je n'ai pas été rassuré par nos débats en commission. Mais vous nous aviez assuré que vous nous apporteriez des réponses dans l'hémicycle. Nous les attendons. À cela s'ajoute la baisse des droits. En effet, la conversion des heures en euros se fait en défaveur d'un grand nombre de salariés. Enfin, puisque votre raisonnement est de liberté totale du salarié, vous écartez tout simplement les entreprises. Pourtant, la formation d'un salarié doit se faire dans le cadre de son parcours professionnel, de ses possibilités d'évolution à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, et qui, mieux que l'entreprise dans laquelle il travaille, peut l'accompagner sur ce chemin. Le parcours de formation doit être co-construit entre le salarié et son entreprise. Très peu de salariés seront autonomes à 100%, comme vous le supposez, et ceux qui le seront sont ceux qui ont le moins besoin. Pire, le CPF que vous proposez va renforcer les écarts, creuser les inégalités. Le marché de la formation va devenir un marché de la consommation au détriment de la montée en compétences des salariés. Nous assistons dans le même temps à une réelle recentralisation de la formation professionnelle par l'État. Les partenaires sociaux en sont exclus, tout comme les OPCA dont on retire la collecte, le COPANEF et le FPSPP sont supprimés, les régions écartées. Tout est recentralisé dans une nouvelle machine étatique, France Compétences, qui décidera de tout, dans laquelle, bien entendu, l'État sera majoritaire. On a déjà eu un exemple il y a peu de temps avec un autre organisme qui est sous sa coupe. Pourtant, les régions avaient tenu leur rôle dans le cadre du plan 500 000, annoncé d'ailleurs à l'origine pour faire baisser le chômage. Elles se sont mobilisées en faveur des demandeurs d'emploi. Leurs actions ont permis de dépasser les objectifs fixés. Même s'il fallait simplifier la gouvernance de la formation professionnelle, je doute que cette étatisation atteigne ce but. Je redoute que France Compétences soit juste un CNEFOP bis, avec sa bureaucratie grandissante et une machine à complexifier les choses. Enfin, vous opérez un changement fondamental en matière d'assurance chômage. Le candidat Emmanuel Macron avait promis durant la campagne présidentielle de redonner du pouvoir d'achat aux salariés en supprimant les cotisations salariales. Suppression mise en place l'année dernière, compensée par une augmentation de la CSG. Ainsi, alors que nous étions dans un système assurantiel où chacun cotisait en pourcentage de son salaire et recevait en cas de difficulté une allocation de remplacement, le système que vous proposez, qui exclut de fait les partenaires sociaux, devient un impôt de solidarité financé par une part de CSG dont les montants seront fixés en loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi, l'assurance chômage n'est plus une assurance,
mais bien un système de solidarité nationale. C'est inquiétant. Inquiétant car lorsque l'on entend le ministre de l'économie dire que les aides au retour à l'emploi sont inutiles, que le ministre du budget annonce qu'il y a trop de solidarité nationale, on peut s'attendre à ce que l'État décide de baisser les indemnités chômage. Et nous assistons ici, à nouveau, à une recentralisation. En même temps, qu'en est-il du remboursement des 35 milliards de dettes cumulées de l'UNEDIC? Nous dénonçons ce changement avec la plus grande vigueur, Madame la Ministre. Vous transformez l'un des piliers de la politique sociale de la France, et ce, en l'absence d'un débat national préalable permettant d'éclairer les Français. Enfin, votre texte aborde de nombreux sujets non moins importants, comme le travail des personnes handicapées, l'égalité femmes-hommes ou encore le détachement. Nous abordons tous ces sujets plus en détail durant l'examen de ce texte. Je souhaite simplement que les réponses aux questions que nous avons pu poser soient maintenant disponibles, parce qu'on a vu la même chose sur le texte de la loi d'habilitation au travail, on n'a jamais eu les réponses. Pour conclure, je tiens à redire, Madame la Ministre, que les conditions d'examen de ce projet sont difficilement acceptables. Vous avez déposé 32 amendements au nom du gouvernement en commission, et avant même le début de l'examen du texte, et à ma connaissance, 33 pour la séance à venir. Cela démontre l'impréparation de ce texte par le gouvernement. Par ailleurs, vous avez décidé d'intégrer les articles sur l'égalité femmes-hommes et l'emploi des personnes handicapées par voie d'amendement, car vos concertations n'étaient pas terminées lors du dépôt du projet de loi. Nous attendons encore les réponses à nos questions. Vous contournez ainsi le Conseil d'État, vous mettez le Parlement au pied du mur. C'est malheureusement devenu une habitude avec ce gouvernement. Madame la Ministre, nous abordons l'examen de ce projet de loi de façon ouverte, constructive, mais exigeante. Cette exigence, nous la voulons pour la France, pour les Français, car ils la méritent. Les sujets traités par votre projet sont au cœur de l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.